Bienvenue à la grande édition de Rwanda TV. Tout de suite, les grands titres. À quelques jours de l'ouverture à Bruxelles du procès de deux Rwandais, Pierre Bassabossé et Séraphin Twahirwa, pour génocide commis contre les Tutsis au Rwanda en 1994, l'ambassadeur du Royaume de Belgique au Rwanda indique que son pays continuera de collaborer avec le Rwanda pour traduire en justice les présumés génocidaires se trouvant sur le sol belge. Inauguration officielle ce vendredi au siège de la police nationale à Kachilou d'un centre modèle et moderne dont la mission est de lutter contre les crimes utilisant la technologie de l'information et de la communication. Et à l'étranger, des millions d'enfants sont obligés de quitter leur maison à cause d'inondations, de tempêtes et de sécheresses. Et ce n'est que le début, s'alarme l'UNICEF dans son dernier rapport publié ce vendredi. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire et c'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre à quelques jours de l'ouverture à Bruxelles du procès de deux Rwandais, Pierre Bassabossé et Séraphin Twahirwa, pour génocide commis contre les Tutsis au Rwanda en 1994. L'ambassadeur du Royaume de Belgique au Rwanda indique que son pays continuera de collaborer avec le Rwanda pour traduire en justice les présumés génocidaires se trouvant sur le sol belge. Dans une conférence de presse à Kigali ce vendredi, il a également expliqué pourquoi la Belgique n'extrade pas les suspects génocidaires vers le Rwanda. Suivez. Pour extrader quelqu'un, il faut une base juridique. Nous n'avons pas de base juridique. Il n'y a pas de traité d'extradition entre la Belgique et le Rwanda. Une chose. Deuxième chose, la Belgique a comme principe de droit qu'elle ne va jamais extrader des nationaux. Donc, il y a deux raisons. Un, on n'extradait pas les nationaux, mais même si quelqu'un avait par exemple la nationalité française ou burundaise ou je ne sais pas, on n'a pas de base juridique pour extrader quelqu'un. Il n'y a pas de traité entre les deux pays. Et nous avons beaucoup travaillé pour trouver une solution multilatérale, parce que ce n'est pas propre aux relations entre nos deux pays. C'est souvent un problème qu'il n'y a pas de base juridique. C'est pour ça que nous avons tellement travaillé sur un traité multilatéral qui est maintenant ouvert à la signature. Et qui va aider un traité sur l'entraide multilatérale et qui va aider à mieux travailler ensemble au niveau gouvernemental concernant l'extradition. Voilà. Mais donc la raison pourquoi on n'extradait pas, c'est parce qu'il n'y a pas de base juridique. Mais par contre, voilà, on juge, comme j'ai dit, il y a déjà eu 5 procès, le 6e va commencer. Je pense qu'on fait notre boulot et ça nous coûte beaucoup plus cher en effet que simplement extrader. Pour extrader quelqu'un, il faut une base juridique. Alors la Belgique et le Rwanda, nous n'avons pas de traité bilatéral d'extradition, d'une part. Nous avons beaucoup travaillé, c'est pour ça que j'ai mentionné le traité d'entraide judiciaire. Nous avons beaucoup travaillé sur un traité multilatéral, en fait, pour faciliter notamment cette coopération entre États, parce que souvent c'est un cas difficile. En plus, la Belgique n'extradait jamais, c'est un principe de droit, ses propres nationaux. Donc, de nouveau, si on s'est prouvé que quelqu'un a commis des crimes, c'est à un juge qu'il appartient de décider ce monsieur a menti ou cette dame a menti lorsqu'ils ont obtenu la nationalité. On s'est prouvé qu'ils ont commis des crimes et sur cette base, éventuellement, on pourrait enlever la nationalité, mais c'est de nouveau au juge de décider. Inauguration officielle ce vendredi au siège de la police nationale de Kachilou d'un centre modèle et moderne dont la mission est de lutter contre les crimes utilisant les technologies de l'information et de la communication. Le chef de la police nationale s'est félicité de ce pas franchi par la police dans sa traque des délits sur le net. Patrick Kinilidandi nous fait le point.
Au siège de la police nationale, l'inauguration officielle de ces centres dédiés à la lutte contre les crimes utilisant la technologie de l'Internet dans la région de l'Afrique de l'Est a eu lieu notamment en présence du commissaire général de la police nationale, Namuhoranye Félix. En procédant à l'inauguration officielle de ces centres, le chef de la police nationale du Rwanda a déclaré sa conviction de voir ces centres contribuer au transfert des connaissances et d'informations importantes dans la lutte contre les délits utilisant la technologie et autres délits transfrontaliers dans la région. Ce centre disposera également d'une capacité de haut niveau en matière d'enquête criminelle où les preuves seront évaluées de manière moderne en utilisant des normes technologiques. Était également présent le ministre de la Justice, Dr Emmanuel Ogilachebouja, le secrétaire général de la police internationale Interpol, Jorgen Stolk, et d'autres dirigeants du département de la police et des enquêtes criminelles du Rwanda RIB, ainsi que des responsables de l'association des policiers de la région de l'Afrique de l'Est, IAPCO. Les crimes utilisant la technologie vont continuer à grimper, d'autant plus que le niveau des auteurs augmente également, et ces derniers utilisent des techniques encore plus sophistiquées, ce qui complique davantage leur détection et leur arrestation. Le secrétaire général d'Interpol, Jorgen Stolk, a appelé à une coopération accrue et une sensibilisation constante des auteurs de ces crimes. Ce centre a été réalisé avec le soutien du gouvernement japonais. Vous suivez la grande édition sur Rwanda TV. Les spécialistes de la santé estiment que la mise en place de l'Institut de recherche contre les cancers de l'appareil digestif en Afrique, IRCAD Africa, permettra au continent d'avoir un effectif suffisant de professionnels du domaine. C'est au moment où l'Afrique accuse une carence de plus de 5 millions de personnel médical. Le point avec Jean Damascène Manichim. La disponibilité des spécialistes dans le domaine médical est un défi de taille partagé par la plupart des pays africains. Une situation qui compromet le bien-être de la population et nuit ainsi à la qualité des services médicaux, comme l'indique Mme Yvonne Keza, analyste médicale à l'Institut de recherche contre les cancers de l'appareil digestif en Afrique, IRCAD Africa. À cette carence des médecins spécialistes s'ajoute l'insuffisance généralisée du personnel médical sur le continent africain, un vrai défi pour les gouvernements, comme l'indique Osam Enaboulede, président de l'Association médicale mondiale. Pour pallier à ce problème, les étudiants de 16 nationalités différentes africaines viennent d'entamer les formations à l'Institut de recherche contre les cancers de l'appareil digestif en Afrique, IRCAD Africa, inauguré à Kigali au Rwanda. Pour les initiateurs de cet institut, l'amélioration des soins médicaux en Afrique est un grand bénéfice pour la population. Aujourd'hui, nous avons quand même un bon nombre de partenaires et nous croyons que ça va créer un écosystème qui va faire que nos chirurgiens seront bien formés, mais aussi ils seront en partenariat avec des sommités internationales. Ça crée déjà un réseau qui est très intéressant. Et non seulement les Africains, les chirurgiens africains, ils seront en réseau, mais aussi ils seront en réseau avec les autres confrères internationaux. Et le bon compte, c'est que ça crée cet écosystème, mais c'est pour le bien du patient. Hein, ça revient sur notre population qui sera, nos patients qui seront très bien traités. Et comme je l'ai dit, nous avons une population jeune. Et vous imaginez quelqu'un qui fait une cholécystite ou une urgence et il entre au bloc opératoire et en 2 jours ou même le même jour il quitte l'hôpital et il rentre rapidement vaquer à ses occupations. Je crois que même sur le plan économique, il va non seulement aider sa famille à avoir les moyens de se nourrir, mais aussi pour l'économie du pays. À part l'amélioration de la qualité des services, IRCAD Africa est perçu comme un moyen de permettre au continent de prospérer économiquement, comme le souligne Guillaume Maresseau de l'IRCAD. Comment il va l'aider ? Il va l'aider de manière très simple. Il va apprendre des technologies qui pour l'instant ne sont pas encore totalement bien maîtrisées et bien éduquées, enfin bien enseignées ici en Afrique.
Il y aura besoin d'investissements de la part des gouvernements pour que les chirurgiens puissent ensuite mettre en place tout ce qu'on va leur apprendre. Mais c'est l'avenir de la chirurgie et c'est l'avenir économique pour tous les gouvernements et tous les ministères de la santé en Afrique. Il faut qu'ils fassent ça pour investir et ce n'est pas une dépense. IRCAD Africa, qui vient d'ouvrir ses portes à Kigali, est le premier du genre sur le continent africain et compte déjà 60 étudiants venus de 16 pays africains qui suivent une formation en chirurgie mini-invasive. Merci Jean Damascène. L'invité de cette grande édition, c'est Thierry Machagilo Kwizera, un jeune assistant enseignant, professeur d'université donc, juriste de formation et passionné de littérature qui vient de publier le livre « L'Afrique que j'ai découverte en Europe ». Bienvenue Thierry. Merci beaucoup, M. David. Oui. Alors, après un séjour en Allemagne, vous dites avoir décidé d'écrire ce livre pour restituer ce que vous avez vu là-bas. Parlez-nous-en. En fait, mon voyage pour l'Allemagne, c'était un hasard. Oui. Je dirais que c'était un hasard parce que déjà, depuis qu'on était jeune, qu'on était enfant, on se faisait beaucoup de scènes sur l'Europe, sur l'homme blanc, sur les cathédrales, sur les buildings. Oui. Et on se disait comment se fait-il que l'Europe puisse avoir toutes ces choses-là. Et nous, en tant qu'enfants, on s'amusait à penser, à réfléchir sur cela, mais c'était vraiment un voyage, comme je dirais, un voyage de pensée. Mais on ne savait pas vraiment qu'un jour arriverait, qu'on puisse maintenant aller découvrir toutes ces choses-là qu'on lisait dans les journaux et ces choses-là qu'on trouvait qu'on voyait à la télé, tout ça. Alors, lorsque l'occasion est arrivée maintenant, que nous-mêmes, nous puissions y aller, je remercie notre recteur de l'université, où je travaille d'ailleurs, l'Université catholique La Sapientia de Goma, en RDC, oui, qui nous a accordé cette opportunité. Il m'a dit, tiens Thierry, il faut que l'été prochain, que tu puisses aller, plutôt le printemps prochain, tu puisses aller en Allemagne pour suivre une formation. Oui, c'était en quelle année? C'était en février que je suis parti. De cette année? De cette année, 2023. Et en arrivant là, en tout cas, j'ai été ébloui. J'ai trouvé vraiment des choses qui m'ont vraiment laissé sans voix. Mais en même temps, cela m'a suscité à moi des questionnements. Pourquoi nous ne pouvons pas faire la même chose chez nous? Pourquoi est-ce qu'en Afrique, nous manquons des potentialités pour que nous puissions aussi avoir toutes ces choses, au lieu que les gens puissent risquer leur vie dans la Méditerranée donc pour aller en Europe. C'est là que je me suis dit qu'il faut que j'écrive pour justement restituer et afin que je puisse contribuer à la prise de conscience dans notre continent. Et quel est votre point de vue sur justement ce grand mouvement de migration de plusieurs jeunes Africains à la recherche de peut-être de meilleures opportunités ou autre chose vers l'Occident, pour vous qui est allé là-bas mais qui continuez à travailler ici? Ouais. Ce que j'ai trouvé comme ce qui serait à la base de ces migrations, c'est que tout d'abord, il y a un problème de chômage qui est vraiment généralisé au niveau des États africains. Donc les jeunes n'ont pas vraiment de perspective, ils n'ont pas aussi d'opportunités. Cela fait qu'ils se lancent dans une logique de débrouillardise. Chacun cherche à aller se retrouver ailleurs. Et pour tout le monde, pour chaque jeune, l'Europe vraiment se dessine comme un Eldorado, comme un endroit où on part chercher le bonheur et pour fuir la misère en Afrique. Et donc, vous parlez de la possibilité de construire une Afrique enviable du reste du monde. Est-ce que vous pensez que la littérature, par exemple, qui est votre passion, mais aussi maintenant vous êtes écrivain, ça peut être un des outils qui peuvent arriver à un meilleur avenir pour le continent? Merci beaucoup, M. David, pour cette question. Pour moi, ce livre, c'est comme un outil de combat. Parce qu'il me permet au moins de donner un point de vue sur quelque chose que j'ai personnellement vu. Et c'est quelque chose à laquelle j'ai palpé des doigts. Et j'aurai la fierté, quand je serai en train de faire la sensibilisation, en tenant mon livre à main,
comme on dit. Comme on dit c'est mieux de parler de l'auteur en tenant ce livre à main. Moi, je suis l'auteur et je vais capitaliser toutes ces choses que je vis, que j'ai écrites, pour que je puisse participer à la sensibilisation de nos jeunes frères africains. Absolument. Vous êtes déjà assistant professeur, si jeune. Vous avez travaillé avec beaucoup de jeunes, donc on imagine que vous utiliserez aussi cela. Mais avant de finir cette partie de cette grande édition, votre livre, l'Afrique que j'ai découverte en Europe, il est destiné à qui? Quelle démographie, quelle catégorie de personnes? Et surtout, comment peut-on s'en procurer? En fait, je dirais que mon livre est destiné à tout le monde. Parce que d'abord, l'écriture est simple et lisible, mais aussi le message qui est contenu, c'est un message qui n'exclut personne. Vous savez que quand on veut développer une société, on ne peut pas développer la société avec une partie, une catégorie, mais on développe la société avec tout le monde. Les jeunes, les femmes, les parents, les vieux, tout le monde est concerné dans l'exercice. Oui. D'accord. Et pour trouver les livres, nous avons déjà des exemplaires au niveau du centre culturel francophone de Kigali qui nous a offert un espace. Et nous avons aussi un numéro de téléphone si vous voulez nous contacter. On peut, voilà, oui, absolument. Donc oui, merci beaucoup en tout cas de nous avoir accordé ce moment. Oui, Thierry Kwizera, c'était notre invité dans cette grande édition aujourd'hui. Il nous parlait donc de son nouveau livre, L'Afrique que j'ai découverte en Europe. Le journal continue sur Rwanda TV. Ne bougez surtout pas. Le centre Urugwiro, qui accueille des enfants en situation de handicap dans le district de Rusizi, à l'ouest du Rwanda, se félicite de l'évolution des mentalités qui facilitent la prise en charge de ces personnes. C'est ce que nous explique ici la coordinatrice des activités dans ce centre. Et moi, j'ai eu une expérience que j'étais en Bolivie, en Amérique latine. Et là, par exemple, quand il naît un enfant handicapé, il est tué au moment de sa naissance, même les parents, parce qu'ils connaissent qu'on ne peut pas les faire grandir, ou bien c'est la mentalité. Ici, vraiment, surtout au niveau des mamans, ils font un très, très, très grand effort avec les handicapés. Beaucoup. C'est difficile de trouver, pour moi, c'était difficile de trouver une personne avec un handicap qui est mal nourrie. C'est très difficile, que peut-être il peut mourir pour malnutrition, ça non, parce que même le gouvernement il aide sur la malnutrition, les centres de santé qu'il donne, ça sont, au niveau du Rwanda, il y a beaucoup de collaboration par rapport à d'autres côtés où j'étais. Parce que j'étais même une autre, je ne sais pas, au Mozambique, pour faire un exemple, et même dans les familles, sont acceptés. Il y a encore la croyance, surtout dans la campagne, que c'est encore un peu la faute de la maman, c'est l'enfant est handicapé. Mais c'est petit à petit, ici aussi au centre, nous avons un psychologue clinique qui fait des formations à les parents pour les faire comprendre que ce n'est pas la possession du diable pour dire s'il y a une crise épileptique, mais c'est autre chose. Et ça lui aide beaucoup. Et de ma part, vraiment, je peux dire que les parents, la grande majorité, ils suivent bien son enfant. C'est très peu les familles qui peut-être n'acceptent pas l'enfant. Mais eux, oui, par rapport à notre côté, comme culture rwandaise, depuis que je suis ici aujourd'hui, ils ont commencé même à avoir beaucoup de confiance à ce centre. Et alors, beaucoup fait sortir son enfant, même faire jouer avec les autres à l'entourage, et ça sont déjà des choses positives. Le Rwanda est à point douter un pays hospitalier accueillant un nombre croissant de réfugiés. Certains étudiants en médecine soudanais qui ont été bloqués au Rwanda suite au conflit dans leur pays apprécient le rôle que le gouvernement rwandais a en tant que foyer sûr pour les réfugiés et demandeurs d'asile dans tout le continent. Le récit de Patrick Nilidandi.
Depuis le mois d'avril 2023, la guerre entre l'armée du général Abdel Fattah el-Burhan et les forces de soutien rapide FSR du général Mohamed Madan Daglo a ravagé la capitale du Soudan, Khartoum, et a poussé plus de 4 millions de personnes hors de chez elles. 5 mois se sont écoulés depuis le début du conflit. Le bilan est très lourd, plus de 10 000 personnes tuées. Estafai Koursey fait partie d'un groupe de plus de 160 étudiants soudanais venus au Rwanda au cours des 2 derniers mois grâce au partenariat entre l'Université du Rwanda et l'Université des sciences et technologies médicales. Il a voyagé pendant 2 jours avant d'atteindre Kigali en provenance de Khartoum en guerre. La guerre a commencé le 14 avril et je m'en souviens car j'étais à Khartoum. Je suis resté sur place jusqu'au 3 juin. Mais ensuite, la sécurité s'est détériorée, ce qui m'a poussé vers une autre ville située au nord du Soudan. Puis les responsables de notre université nous ont dit qu'elle comptait déménager vers Kigali. Le jour venu, nous avons commencé ce voyage de 10 jours en route vers différentes régions du Soudan jusqu'à traverser la frontière avec l'Éthiopie. Donc en ce moment-là, depuis Addis Abeba, je suis venu à Kigali. En tant qu'étudiant venu du Soudan, un pays qui compte une majorité de 60% des locuteurs de langue arabe, la barrière linguistique est l'un des plus grands défis auxquels ces personnes ont été confrontées dès leur arrivée au Rwanda. Mohamed Omer explique comment ils se sont adaptés à l'environnement du pays quelques jours seulement après avoir atteint Kigali. Le premier obstacle était la langue, parce que je pense que c'est le seul obstacle auquel la plupart d'entre nous, étudiants, avons été confrontés. Mais ensuite, nous avons commencé à apprendre certains mots en Kinyarwanda. Mais jusqu'à présent, tout va bien, pas de problème. Augustin Sendegeya, médecin-chef de l'hôpital Roi Faisal, a expliqué à Arabié que tout a été mis en œuvre pour faciliter ses étudiants et leurs programmes de recherche ont été facilités. Estaï Kourchev estime que les opportunités que leur a offert le Rwanda pour terminer leurs études est une grande incitation à s'engager à contribuer au développement du secteur médical du Rwanda. On nous a dit qu'il y a un certain nombre de personnes qui travaillent déjà dans les services médicaux au Rwanda et comme nous atteignons, nous, le chiffre de 160, nous avons estimé que certains d'entre nous pouvons rester dans le pays. Nous pourrons prendre des papiers puis y rester. Nous estimons que le fonctionnement du secteur de la santé ici au Rwanda est très attractif. En plus de cela, et nous apprécions par ailleurs ce que nous avons trouvé dans ce pays. Tous ces 160 étudiants ont également bénéficié d'un stage dans le cadre de leurs cours académiques de 4e cycle qu'ils pratiquent dans divers hôpitaux tels que le Centre hospitalier universitaire de Kigali, CHUK, et l'hôpital Roi Faisal.